Et travailler pour une startup, ça paraît des fois être oh, c'est un monde merveilleux, on peut jouer au ping-pong, baby-foot, il y a les bières gratuites dans les espaces de coworking, tout ça, on travaille sur des projets cool. Mais ça, c'est seulement une partie de la réalité. Avoir des moments de doute, c'est normal. Et c'est même plutôt sain. Ça veut dire que vous êtes sur le point de repousser des limites. Quand Pierre et moi sommes passés de développeurs à managers, on s'est posé beaucoup de questions. Et c'est sur cette base que nous avons créé Tech Ronins, pour échanger sur nos problématiques quotidiennes et devenir de meilleurs leaders petit à petit. Toutes les 2 semaines, on vous propose du contenu sur le leadership technologique, sous forme de conversations, de débats ou d'interviews. Le contrat est simple, on vous emmène avec nous dans nos questionnements et on avance tous ensemble. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin avec nous, que ce soit sur une problématique de leadership, de management ou encore d'organisation, Pierre et moi proposons désormais de l'accompagnement personnalisé pour vous, vos équipes, vos leaders ou même pourquoi pas votre start-up. Si vous souhaitez emprunter nos cerveaux pour avancer plus vite, rendez-vous sur tech-ronins.fr pour convenir d'un premier échange. Je vous laisse maintenant avec votre épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en l'excellente compagnie de Johan Demont, donc un nouvel invité encore une fois, ça a l'air d'être le format qu'on préfère le plus. Donc aujourd'hui on a invité Johan pour démystifier, creuser en même temps un petit peu, rendre plus accessible tout le vocabulaire autour des startups. C'est vrai qu'avec Julien, donc nous on travaille quasiment que pour des startups, on a travaillé que exclusivement pour des startups. Johan plonge de Bain dedans, donc je vais te laisser te présenter après pour nous expliquer. Mais l'idée vraiment aujourd'hui, donc, c'est de démystifier un petit peu tous les termes autour de la startup. Qu'est-ce qu'une startup réellement? Est-ce qu'on peut parler d'une PME? Est-ce qu'une PME est une startup? Est-ce qu'une startup peut être une PME? Tous ces aspects-là, on va essayer aussi de parler un petit peu de tout l'aspect financier qu'il y a autour des startups. Et Johan nous fera profiter donc de son expérience qu'il a à travailler avec des entreprises et principalement des startups sur, on va dire, les do's et don'ts, donc les choses à faire et à ne pas faire ou à éviter pour augmenter ses chances de succès avec une startup. Donc sans préambule, Johan, ravi de t'avoir avec nous. Est-ce que tu peux te présenter, comme on aime dire à chaque fois, quelle est ton œuvre? J'adore cette question. Quelle est mon œuvre? Ça fait 12 ans que je suis à Londres et sur ces 12 années-là, maintenant 10, que je suis un entrepreneur. Donc j'ai plusieurs startups sous ma ceinture déjà. Euh, donc actuellement, je suis le CEO de All Team. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on travaille avec des startups sur la partie conseil, notamment donc l'amorçage, l'accélération et tu l'as expliqué dans ton préambule, les do et don'ts. C'est quelque chose dont on se spécialise. On guide les start-upers sur leur création de produits et comment faire en sorte que leur produit peut scaler. Et on a aussi une partie plus recrutement où on fait en sorte de leur trouver les bons consultants, donc des consultants fractionnels, intérim, mais aussi des top freelancers, comme toi-même, euh, on leur on leur met à disposition, voilà. Et on fait donc aussi de la formation d'équipe une fois que on a des startups, voilà, qui se trouvent vraiment sur cette partie-là d'accélération, qui grossissent, qui ont des nouveaux projets, des nouvelles verticales peut-être, qu'ils explorent. Donc on interagit sur ces sujets-là. Et donc pour donner un peu, pour partager mon background, j'ai commencé en étant manager de projet, product owner dans un incubateur. Donc c'était un incubateur pour un entrepreneur qui travaille dans le real estate. Je vais faire un peu de franglais pendant cette interview en étant à Londres. Et donc en fait, à partir de là, je me suis immergé en fait dans le monde des projets digitales, dans la construction donc d'équipes aussi. Et de fil en aiguille, opportunité après opportunité, donc j'ai lancé comme ça 2 startups. L'une qui n'a pas très bien fonctionné pendant le Covid, donc je vais pouvoir partager aussi des leçons et des choses qu'il faut essayer d'éviter. Et la startup d'aujourd'hui qui fonctionne plutôt bien, donc le Bootstrap, donc on pourra peut-être aussi en parler, les différences entre la levée de fonds et décider de se lancer sans avoir d'investissement extérieur. Et puis en même temps, donc voilà, je suis aussi advisor pour quelques startups à côté de ce que l'on fait à All Team. Donc très occupé, mais passionné par par l'univers, voilà, l'écosystème technologie, mais aussi avoir
un impact. Voilà, mon purpose et why, c'est d'essayer d'avoir un impact sur notre société, sur l'environnement, voilà, à travers des projets innovants et de faire en sorte qu'on puisse vraiment leverage la collaboration entre nous tous, quoi. Parfait. Bon, bah, bienvenue chez Tech Ronin pour cet épisode. Julien, on t'a pas encore entendu. Est-ce que tu as des news avant qu'on commence à plonger dans l'interview? Est-ce que tu as des choses à partager avec nous? Non, pas tant que ça. Très, très occupé comme tout le monde. Donc voilà, d'où le silence. Je récupère un peu d'énergie, je suis attentif et puis je vais pouvoir comme ça blaster des questions au détour d'un couloir ou d'une discussion. Et t'inquiète pas, Yann, pour le franglais, je pense que nos auditeurs et auditrices sont habitués. Ouais, ils sont plutôt tolérants parce qu'on a du mal des fois, on se retrouve même à trouver un mot que en anglais et à pas trouver la traduction en français. Ça arrive rarement, on évite, mais quand ça arrive, c'est un peu embêtant. Quand ça m'arrive avec mes amis, je me sens tellement petit, quoi. Genre, Bah, surtout qu'en plus, je fais un aparté là-dessus, mais c'est vrai que quand avant je voyais des gens qui faisaient ça, je me disais, ouais, enfin, ils se la racontent et tout ça. Et maintenant que je le vis moi-même, en fait, je me rends compte que c'est pas volontaire. C'est-à-dire vraiment, le cerveau des fois bloque, a le mot dans une langue et pas dans l'autre, et c'est dur des fois de faire machine arrière. Donc, Et toi, tu parles encore français à la maison. Moi, oui, maintenant, oui. je parle français que avec mes parents au téléphone toutes les 2 semaines. Ça commence à être compliqué. Parfait. Alors sans préambule et directement une question donc du coup sur ce que disait Johan. Donc je pense que pour commencer, alors à nouveau ça me fait penser quand on est demandé au docteur en IA de définir l'IA, ça me paraît une tâche pas possible. Est-ce que tu peux donner ta définition d'une startup et les points clés qui font qu'une startup est une startup et pas juste une entreprise classique, on va dire? oui, c'est jamais évident de donner une définition. Et moi, je fais partie de ceux qui croient qu'il faut pas juste avoir une définition ou une manière de voir certaines choses. Oui, tu peux vraiment, genre, utiliser ce mot et l'utiliser à tort et à travers. Par exemple, quand on réfère Airbnb comme étant une startup, donc si tu lis un article de presse qui parle d'Airbnb, il va encore mentionner que Airbnb est une startup, alors que c'est une entreprise cotée en bourse. Donc c'est là où il y a un décalage. Mais disons que le terme est employé pour décrire des entreprises qui continuent d'utiliser la technologie ou d'utiliser des leviers pour pouvoir grandir rapidement et pour pouvoir amener des solutions qui disruptent un marché. Donc, c'est pour cela certainement que des boîtes comme Airbnb ou Mistral AI, qui vaut maintenant des milliards, sont encore catégorisées comme étant des startups, malgré le volume qu'ils ont, leur valeur ou le nombre d'employés qu'ils ont déjà dans leurs équipes, puisque voilà, ils ont des technologies euh, de disruption. Et ils sont là pour vraiment genre, impacter le marché et encore une fois grossir rapidement. Et donc le fonctionnement d'une startup, après on peut le voir d'un point de vue donc de la taille et aussi de la culture. D'un point de vue taille, on définit une startup en général. Moi en tout cas, je l'ai défini sous 250 employés à peu près. Ok. Donc pareil, ça peut changer. Et il y a des gens qui diront peut-être que c'est même plus petit que ça. Une startup, c'est quand il y a seulement 10, 15, 20 employés. Et cette image-là, de les avoir dans un garage ou dans un coworking, travailler jour et nuit pour produire leur premier produit, finaliser ça, s'attaquer au marché. Pour ma part, voilà, je considère qu'une entreprise innovante est une startup, voilà, quand elle est de 0 à 200, 250 employés. Après, là, quand même, on peut employer le terme scale-up. Et ensuite, pour moi, quand tu passes au-dessus des 1000 employés, tu viens en soi donc une entreprise. Euh, et donc après, la différence entre une start-up et une PME, à moins que tu voulais me poser la question après, mais euh, on voit une start-up, voilà, par rapport à une PME. Une PME, on a toujours cette image d'entreprise familiale, on a cette image d'entreprise qui a peut-être un produit, un service, qui, qui va pas chercher vraiment à innover ou à lancer des nouveaux produits ou services rapidement.
on va dire, qui sont établis sur un marché, ça se passe bien pour eux, prennent pas trop de risques. Donc, il y a aussi le facteur risque. Une startup, tu le définis par une entreprise qui euh, qui va prendre beaucoup de risques, surtout au tout début, où l'équipe fondatrice vraiment investit beaucoup de temps, d'argent, parfois de l'argent qui vient d'investisseurs, pour pouvoir aller vite, essayer des choses et prendre des risques. Ça veut dire aussi lancer des choses qui vont pas forcément fonctionner ou qui vont être à moitié pétées ou voilà, où il y a un risque de perte. Alors qu'une PME va vraiment gérer son risque. Euh, Va essayer de faire en sorte, voilà, de faire un profit, soit, comment on peut dire, un profit, qui soit à peu près le même ou qui augmente un peu de chaque année. Enfin, voilà, je pense que vous comprenez, ce que j'essaie d'expliquer. OK. Sur un point que tu as dit, donc c'est au niveau du risque et tout ça. Est-ce que du coup, la startup d'un point de vue économique, on considère aussi qu'une entreprise est toujours dans l'étape de startup tant qu'elle n'est pas profitable? Est-ce que c'est aussi un facteur qui rentre en compte ou pas pour définir ce qu'est une startup ou pas? Parce que moi, c'est un peu l'idée que j'en ai, c'est-à-dire on considère qu'une startup n'est plus une startup dès le moment où elle a validé du coup son produit, mais pas validé juste que le produit fonctionne, parce que sinon il y a l'exemple de Vinted qui était dans les mains de millions de personnes et l'entreprise n'était toujours pas rentable. Uber a eu le même problème au début, où ils avaient pareil leur application dans le million de mains de personnes, des millions de courses, mais n'était toujours pas rentable et vivait sur l'argent des investisseurs. Donc est-ce qu'il y a aussi, enfin de mon point de vue, je dirais que c'est vrai, mais je voulais ton avis, est-ce qu'on n'est plus une start-up dès le moment où en fait on est profitable et rentable, je devrais même dire, ouais, pour le coup. Oui et non. Hmm. Je pense qu'il y a, dans ce que tu dis, il y a, ça a du sens. Et d'un point de vue, donc, comment le terme startup est utilisé notamment dans la presse et dans l'écosystème aussi. Oui, jusqu'à que tu as vraiment un modèle qui fonctionne, qui est profitable et sur le point que je disais avant, euh, toute cette phase d'accélération où on essaye différentes choses, où on va vraiment avoir des fast iterations sur le produit. Donc, on va essayer de développer différentes features et de kill ce qui marche pas, de garder ce qui marche, etc. Jusqu'à voilà avoir quelque chose qui soit vraiment mainstream et qui soit rentable. Oui, ça a du sens que l'on attache à une startup. Par contre, tu as utilisé l'exemple du Uber avant. Donc, tu as beaucoup de boîtes, notamment américaines, qui sont toujours pas rentables, qui ont ce modèle-là de startup, mais qui sont déjà listées en bourse et qui ont des milliers, voire des centaines de milliers d'employés. Donc, c'est là où on peut se dire, est-ce que on doit vraiment les qualifier de start-up? Par contre, là où elles gardent, ou elles essaient en tout cas de maintenir euh, cette catégorie, c'est avec la culture d'entreprise. C'est plus simple de recruter des gens quand tu es Uber, Vinted ou par exemple Blablacar en France, en continuant de te définir en tant que startup et aussi d'avoir tes valeurs et ta culture d'entreprise euh, qui soit toujours dans ce modèle-là, puisque ça va t'aider à vraiment à recruter des personnes qui vont venir avec le bon mindset et qui vont comprendre assez rapidement que bon, tu vas pas pouvoir juste t'asseoir sur ta chaise, faire quelques tâches dans ta journée, écrire 2, 3 emails, comme tu peux le faire à UBS. Je devrais peut-être pas utiliser cet exemple-là, mais bon, j'ai plein d'amis à moi qui travaillent à EDF et voilà, bref. Euh, mais ouais, c'est pour dire que oui, il y a aussi un côté culturel qui est attaché avec le terme startup que les entreprises essaient de garder le plus longtemps possible. Si je peux reprendre l'exemple d'Uber, tu as utilisé un terme que je voulais souligner, c'est le concept de modèle, de business model. Je trouve avec la startup, je suis d'accord avec toi, il y a l'aspect incertitude un peu pour moi. C'est à partir du moment où tu sais que tu vas être payé à la fin du mois, est-ce qu'on peut vraiment paraître start-up? C'est plus très drôle, tu vois. Mais tu vois, pour Uber, ok, leur bilan comptable était dans le rouge pendant très longtemps, mais leur business model, il était validé depuis longtemps. Ils savaient que ça fonctionnait. C'est juste qu'ils savaient que le moment où ils arrêtaient de cramer tout le temps de la thune pour faire de la publicité, ils pouvaient baisser leurs dépenses et être dans le profit net in fine. Donc ils avaient la maîtrise de ça, mais je trouve à partir du moment où ton business model est validé, est-ce que tu es toujours une start-up?
j'imagine. Faut être validé et at scale. Il y a, bref, la définition est compliquée. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous, on emploie le terme scale-up à un moment donné. Donc, les entreprises que l'on a qui ont déjà prouvé certains use cases, qui ont ce product market fit et qui sont pas loin d'être rentables, on préfère les appeler des scale-up entre nous. Et on sait qu'avec ces entreprises-là, le service qu'ils vont rechercher n'est pas du tout le même qu'avec les startups. C'est une approche qui est totalement différente euh, que tu as avec une entreprise qui commence à peine, qui a peut-être fait seulement un demi-million de revenus, qui arrive sur le million, qui est encore en train de tester beaucoup de choses différentes, ou qui est vraiment en besoin de financement parce qu'il y a beaucoup de R&D. Par exemple, on travaille nous avec de plus en plus avec des boîtes dans la deep tech et le climate tech qui sont pas seulement des softwares, qui peuvent aussi avoir des hardware. Et donc d'un point de capital, c'est différent. Et donc du coup, voilà, comme ce que je l'ai dit, c'est en employant le qualificatif de scale-up et en rajoutant cette catégorie-là entre la startup et après l'entreprise qui est valorisée, qui devient corporate, ça permet aussi à ceux qui fournissent des services en vue de ces entreprises-là, comme ceux qui fournissent des services pour des PME, vraiment de centrer leur catégorie, de savoir vraiment les besoins, identifier pardon les besoins, de pouvoir fournir le meilleur service. Ok, top. Il y a un point, donc on parlait un petit peu de tout ce qui est autour du business plan et tout ça. Si on prend un peu de hauteur et qu'on parle vraiment du business plan d'une startup, et je sais qu'il y a quelque chose que à chaque fois, j'ai un peu du mal à expliquer à d'autres personnes. Je sais pas si Johan, en 2-3 minutes, tu pourrais grosso modo expliquer, mais le système en fait de ce qu'on appelle les rounds ou les tours d'investissement pour une startup, comment ça fonctionne, le principe de dilution, toutes ces choses-là. Parce que je sais que c'est assez fouillis pour certaines personnes quand on explique qu'il y a plusieurs tours, qu'au début tu demandes une certaine somme, mais qu'après il y a des multiplicateurs, mais tu as aussi du coup des dilutions départ. Si tu pouvais expliquer grosso modo comment une startup fonctionne et pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui disent que, alors j'ai déjà entendu, c'est pour ça que je dis, il y a certaines personnes qui disent le but d'une startup c'est d'être vendu. C'est quelque chose qui revient assez souvent de gens qui disent ça, c'est-à-dire moi je fais une startup pour gagner de l'argent, pas pour créer un produit qui fonctionne forcément. Alors, je ne dis pas que c'est un bon exemple et qu'il faut le faire, mais il y a certaines personnes qui le revendiquent en disant oui, moi j'ai eu plusieurs startups et je les ai toutes revendues, dans le sens où, comme si la vente de la startup in fine était un peu l'objectif, certaines personnes qui créent des startups. Est-ce que tu te sens de nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et quel est, on va dire, l'incentive derrière pour les gens de faire ça, en fait, de créer une startup pour savoir dès le début qu'ils veulent la revendre à nouveau? On prend l'exemple en opposé de la PME, où là, on se dit, oh, bah, si je peux la léguer à mon fils qui adore ce que je fais, le passer dans la famille, ce serait génial. Et là, pour eux, évidemment, la vente, c'est la pire chose à faire presque, à l'opposé d'une startup. Tout à fait. J'aime bien cette comparaison. T'as donné là, une très bonne illustration pour la question et je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement possible. Euh, Après, je peux commencer en disant qu'il y a une différence entre l'avant Covid slash la crise que l'on a vécue entre 2022 et 2023, en partie à cause de la guerre en Ukraine, les taux d'intérêt, tout ça, et le monde des startups en 2023. Donc il y a des nuances. Euh, mais alors je vais commencer avec l'avant Covid, la période faste des startups, ou même la période 2021 qui était aussi une autre période faste, avec le monde entier qui s'est mis à travailler en remote, ce qui a créé énormément de nouvelles startups, de gens qui ont aussi voulu utiliser leur temps libre pour créer leur startup et les motivations. Tu as raison pour dire qu'il y a à, à ce moment-là, une majeure partie des gens, notamment avec les success stories de Uber, Airbnb, Facebook et tout ça, qui ont compris rapidement que faire une startup, c'est très compliqué. Être rentable, c'est hyper dur. Mais que si tu vraiment innoves sur un problème et que tu arrives à générer une traction et que tu construis un ensemble de logiciels, de valeurs ajoutées qui peuvent être utiles à une plus grosse entreprise, éventuellement, donc dans le cadre d'une vente directe,
tu vas pouvoir, à travers tes tours de table, augmenter la valeur de ton entreprise. Donc, c'est l'effet bubble. Donc, on en parle souvent Mhm. de la bulle immobilière, bulle des cryptos. Donc, on a eu, nous, la bulle startup. Je sais pas si elle a explosé, mais en tout cas, la bulle, elle s'est réduite. Ça, c'est mon observation en 2023 par rapport aux années précédentes. Et donc, comment ça se passe? Donc, en général, les premiers tours de table, donc tu as le love money. Le love money, c'est donc la recherche de capital auprès des amis de la famille. C'est un petit fonds d'amorçage pour pouvoir prendre son idée, commencer. En général, c'est assez d'argent pour pouvoir construire ce qu'on appelle un MVP, un produit qui soit suffisant pour commencer à avoir de l'attraction et générer de l'intérêt auprès d'investisseurs. Ensuite, une fois que cette traction-là et qu'il y a des gens qui ont dit, enfin des gens, qui a une base de clients potentiels et qui a des retours positifs, à ce moment-là, on essaie de lever ce qu'on appelle du seed. Donc, le seed money qui avant était plus dans l'ordre d'une centaine de milliers d'euros, qui est passé à plus autour du million d'euros. Donc, c'est le capital qu'il faut pour prendre cette idée de base, ce prototype, en créer un produit, euh, convertir davantage le potentiel client qu'on avait initialement. Et à partir de ce moment-là, tu as déjà une valeur de ta boîte qui est intéressante. Et c'est là où, psychologiquement, il y a des fondateurs qui se disent, tiens, du jour au lendemain, après 3 mois, 6 mois de travail, j'ai, je suis propriétaire d'une entreprise, je suis le fondateur d'une entreprise qui vaut 2 millions. Mais en soi, j'ai toujours pas de clients, ou j'ai peut-être un ou deux clients et j'ai monétisé un petit peu. J'ai 3 développeurs, ça vaut déjà, voilà, 2, 3 millions. Bing. Donc après, il y a pas mal de gens qui se disent, bah écoute, je vais repliquer that, je vais continuer sur ce même modèle. Donc on va continuer à construire un peu plus, recruter des gens, essayer de valider encore quelques use cases, lever encore plus d'argent. Comme ça, notre valeur de 3 millions, elle passe à quoi? À 8 millions et 10 millions. Et en soi, pour ces entrepreneurs-là, la rentabilité, voilà, c'est quelque chose là, qui n'ont pas spécialement regardé ou qui ne sont pas motivés à, à atteindre. Aussi, sinon, ils n'ont pas vraiment pensé à leur monétisation, à la manière dont vraiment leur produit retourne de l'argent ou à leur unité économique, c'est-à-dire, ah ben, combien tu gagnes avec un utilisateur versus combien te coûte cet utilisateur à l'acquisition, à la rétention. Hein, c'est des choses que même moi-même j'ai vu en travaillant dans certaines boîtes ou en parlant avec certains fondateurs où clairement leur objectif numéro un, c'était de please the investors, c'est-à-dire de faire en sorte de construire ce qu'il faut, d'avoir suffisamment de traction d'analytics dans la boîte pour pouvoir lever plus de fonds. Et ensuite, bah, la finalité de ça, c'est que après 3, 4 tours de table, je vais parler de la dilution dans un instant, mais après 3, 4 tours de table où ta valeur augmente, ce que tu espères, c'est que tu as construit quelque chose ou que tu as été bon dans ton recrutement pour pouvoir vendre soit ton asset, donc ton produit que tu as construit, la technologie qu'il y a derrière, ou même vendre en soi bah, la capacité de l'équipe à construire des produits, puisque pour les grosses entreprises, ça leur permet bah, de pouvoir absorber des talents, de pouvoir absorber des équipes qui sont déjà formées, qui ont déjà une histoire de travailler ensemble, qui ont construit une technologie. Donc, du coup, ça réduit leur temps et leur coût de recrutement. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a des startups dont, voilà, la motivation, c'est de grossir le plus possible la valeur, d'avoir un fonds de commerce, d'avoir un produit qui fasse quelque chose et qui soit assez technique, qui résout quelques problèmes, euh, plus une équipe compétente, et ça, ils peuvent le package et le vendre à une plus grosse société. Donc, c'est comme ça qu'on a vu WhatsApp, Instagram, qui n'étaient pas du tout rentables, et qui avaient une bonne équipe d'ingénieurs et une bonne technologie, se faire acheter par Facebook, qui, eux, avaient une idée en tête pour pouvoir monétiser et pour pouvoir mettre dans leur stratégie de développement bah, les produits WhatsApp, Instagram et tout ça. Et donc ça, c'est vraiment bah, une bulle de start-up qui a grossi énormément jusqu'au Covid et jusqu'à dernièrement la crise économique, mais qui s'est un petit peu voilà dégrossie parce qu'elle sait pas, la bulle est toujours là. Hein.
toujours beaucoup de fondateurs qui ont ce modèle-là et qui réussissent. Euh, mais il y a beaucoup moins de liquidité dans le marché, donc il y a beaucoup moins d'acquisitions de la part d'entreprises pour les startups ou de startups qui s'accouplent avec une autre. Et il y a aussi moins de private equity, de gros fonds d'investissement qui vont acheter des startups à des grosses à des grosses valeurs si vraiment elles sont pas proches ou déjà rentables. Donc il y a vraiment une correction là-dessus et c'est pour ça que l'on voit pas mal de startups qui mettent la clé sous la porte, qui arrêtent au bout de 2, 3 levées de fonds puisqu'ils n'ont pas cette unité économique, ils n'ont pas cette monétisation qui soit assez bonne et ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un pour les acquérir parce que voilà, il y a en ce moment moins de liquidités sur le marché, mais puis aussi les grosses entreprises maintenant en 2024, elles sont beaucoup plus établies, elles sont beaucoup plus innovantes, elles se sont formées, elles savent plus aussi créer des petites startups au sein de leurs entités, que ce soit en France ou à l'étranger. Et donc il y a moins de besoin là aussi d'acquérir des startups pour rester innovants, parce que les grosses entreprises maintenant ont pour la plupart un pôle innovation, un pôle venture builder aussi. Et pour finir sur la dilution, la dilution c'est simple. Hein. Vous avez 2 investisseurs sur vos round de seeds. Pour simplifier, disons qu'ils ont chacun investi un demi-million. Vous levez en series A 5 millions pour pouvoir rentrer de nouvelles personnes sur le cap table, pour pouvoir créer des nouvelles parts, il faut diluer les parts de chacun. Donc, parce que les investisseurs euh, seed, les 2 investisseurs de l'exemple, vont garder le même nombre de parts qu'ils ont, tu peux pas leur prendre des parts, c'est leur part, et s'ils ont 100 parts chacune ou chacun. Mais par contre, leur valeur est diluée, puisqu'il y a des nouveaux entrants. Il faut laisser de la place sur le câble pour tout le monde. OK, super, merci pour l'explication. Hem, un point sur lequel je voulais te demander, donc, selon toi, alors j'ai pas vraiment de chiffres en tête, mais, quelles seraient selon toi les choses à éviter en créant une startup? C'est-à-dire qu'est-ce que tu as vu répéter, on va dire, plusieurs fois et qui est quelque chose que les startups ont tendance à faire, ou même pensent que c'est une bonne chose à faire et au final ce n'est pas le cas? Donc les erreurs à éviter, que tu as pu voir? Les uns à éviter, il y en a plein. Je vais en prendre 3 Je me comme doute. ça. Euh, L'erreur numéro 1, c'est se lancer sur un marché trop vite. J'ai moi-même fait cette erreur-là. C'est-à-dire qu'on pense avoir le concept au bon moment, on pense avoir le timing, mais le timing est pas bon. C'est soit, voilà, t'arrives trop tôt, bon, des fois t'arrives trop tard, et c'est compliqué parce qu'il y a trop de compétition. Donc, timing. Et comment tu peux gérer le timing? En faisant la recherche, en vraiment en focusant sur vraiment un problème à résoudre et ne pas essayer de résoudre trop de problèmes en même temps. Par exemple, des choses à faire pour essayer d'être meilleur en termes de timing. Numéro 2, recrutement. C'est pour ça que j'ai du travail et que l'on fonctionne bien avec ce que l'on fait à Ultima Londres. C'est qu'il y a beaucoup de startups au début. Les fondateurs n'ont pas spécialement d'expérience en HR. C'est compliqué de juger quelqu'un seulement avec 2 entretiens de recrutement et tout ça. Pour, pour moi, faire confiance à son gut feeling, son point de vue. J'ai un style précis de recrutement, mais voilà, c'est pas évident de trouver les bonnes personnes qui vont se mailler à l'équipe, qui vont euh, se mettre dans la culture que tu essaies de construire au tout début, et travailler pour une startup, ça paraît des fois être genre, oh, c'est un monde merveilleux, on peut jouer au ping-pong, baby-foot, euh, il y a les bières gratuites dans les espaces de coworking, et tout ça, on travaille sur des projets cool, mais ça, c'est seulement une partie de la réalité. L'autre partie, c'est de longues heures, un mindset qu'il faut pour pouvoir travailler sur des projets qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Il y a le stress des fondateurs que des fois tu peux ressentir en tant qu'employé. Euh, donc voilà, donc le recrutement, c'est le point numéro 2. Le point numéro 3, je dirais ce qu'on disait juste avant, faire une startup pour les mauvaises motivations.
ne pas avoir le bon why. Et c'est là où moi, en tant que coach envers certains fondateurs, je commence toujours avec le why. Pourquoi tu veux te lancer là-dedans? Euh, quelles sont les raisons? Quelle est vraiment ta vision sur ton projet? Si tu le fais pour les mauvaises raisons, peut-être que tu vas pouvoir faire une exit et gagner de l'argent, mais tu vas peut-être faire une exit, gagner de l'argent en étant misérable, en ayant passé 3 4 ans à faire des choses que vraiment t'aimes pas. Tu auras peut-être détruit ta santé pour quelques millions. D'accord, c'est bien d'avoir des millions sur son compte en banque, mais si c'est pour sacrifier 3 4 ans de sa vie et à la fin ne pas être satisfait, alors ça arrive souvent, ça arrive par moment, pardon, avec certains fondateurs. J'ai entendu des histoires et après ce qu'ils font, c'est qu'ils se servent des leçons de la première startup et de l'argent qu'ils ont généré pour créer une deuxième startup où le why va être beaucoup plus important. Où ils vont vraiment sentir un purpose. Voilà. Ok, super, merci pour des bons conseils. Julien, est-ce que tu as une question ou... Pas exactement lié à ça, c'était plus lié à avant, mais en même temps, là, tout avançait de façon très fluide. Mais je me demandais si je peux piggyback un petit peu sur ce qu'on disait avant. On parlait de commencer sa boîte en ayant comme objectif de vendre. Comment ça impacte la stratégie? Ou est-ce que ça impacte la stratégie? Est-ce que je commence ma startup différemment si je me mets en tête de vouloir la vendre in fine? Je pense, oui. Je suis pas la bonne personne pour expliquer parce que ce que j'entreprends, moi, je j'ai pas C'est pas ton truc. d'objectif de vente. Voilà, je fais pas ça pour l'argent. L'argent est seulement ma motivation numéro 3. Je dis souvent que ma première motivation, c'est mon why, mon purpose. Ma deuxième motivation, c'est de fournir un bon produit, un bon service. Vraiment, j'aime bien moi le modèle Jeff Bezos Amazon. C'est tu crées une entreprise qui a le meilleur service client possible et de facto, tu gagneras de l'argent. Et donc c'est pour ça que l'argent, je le mets souvent en numéro 3. Si je me mets à la place de quelqu'un qui se lance pour pouvoir gagner de l'argent, oui, la stratégie peut être différente. Tu peux regarder ton produit et avoir une idée vraiment précise de ce que tu as besoin de construire. Et il y a des petites startups, des fois, là, qui bootstrap parce qu'il y a des gens qui travaillent dans une industrie pour une grosse boîte. Ils ont vraiment repéré quelque chose qui fonctionnait pas dans leur boîte. Il suffit de créer un produit, bien spécifique. J'ai un exemple, une boîte dans la fintech où vraiment leur objectif, enfin, c'est pas d'être là pendant 10 15 ans, c'est de vendre la startup au bout d'une dizaine d'années. Donc là, ils sont pas loin de la vente. C'est un ami à moi qui est CTO là-bas et qui bosse avec eux. Et c'est vrai qu'ils ont construit le, le produit et l'offre autour par rapport vraiment à un besoin dans la finance que le fondateur avait vécu lui-même. Donc c'est une boîte qui permet de euh, réguler les trades, enfin d'analyser les trades et de faire en sorte qu'ils soient compliance et qu'ils soient bons avec les régulations qu'il y a en vigueur en termes de trading. Et donc le produit en soi, ils ont construit ce qu'il fallait pour maximiser les revenus, leur traction. Ils ont fait quelques acquisitions de start-up, mais en aucun cas ils vont vouloir créer genre un méga produit. Ils vont vouloir diversifier sur d'autres aspects parce que vraiment voilà l'idée pour eux c'est de vendre ça. Alors ils vont faire une grosse vente parce qu'ils ont été malins aussi sur la manière dont ils ont acquis d'autres business pour augmenter leur volume de vente et tout ça. Pour le coup, c'est une boîte qui est rentable. Mais voilà, eux, voilà, ils ont fait ça avec, je pense, l'objectif de vendre, puisque sinon, ils essaieraient peut-être de diversifier et d'attaquer d'autres industries que ce qu'ils font pour le trading dans la finance, par exemple, ou avec les capacités de cash qu'ils ont et d'investissement, ils essaieraient peut-être de créer des équipes dans d'autres pays qui ne le font pas spécialement. Donc ils ont quelque chose qui marche bien, qui génère du cash. L'exit est en phase 2 et ça risque de se produire. Très bien. Ouais, donc je comprends. Donc c'est vraiment trouver un truc niche, devenir expert là-dedans, et vraiment devenir expert à résoudre ce problème-là
tu continues dans cette direction, tu resserres bien et t'essaies de trouver un client pour qui ce sera moins cher de t'acheter plutôt que de payer pour ton service, quoi. Tout à fait. Presque. Ouais. Pour lui donner un autre exemple, on a l'un de nos clients qui, euh, qui il construit et qui déploie des salles de sport privées. C'est des petites salles de sport connectées. Donc nous, on s'occupe de la partie technologie. Et clairement, tu peux voir que il y a une limite sur ce qui peut être développé dans le futur. On peut toujours réfléchir voilà, diversifier le service de création d'espace et d'aller sur différentes industries. Mais si tu restes que sur l'aspect salle de sport connectée pour le fitness, pour des classes en mode studio, euh, plug and play et tout ça, ben, tu peux voir directement que tu as une exit potentielle avec toutes les grosses chaînes de salles de sport qui n'ont pas forcément ce produit-là, parce que elles ont des salles de sport, je peux l'en voir un peu de partout, où tu as ton badge, tu rentres, où il y a 10 000 équipements, il y a une 52 personnes qui sont en sport à côté de toi. Ils n'ont pas cette offre-là. Par contre, s'ils veulent le rajouter dans leur catalogue, ils peuvent acheter la startup. Et toi, en tant qu'entrepreneur, ben voilà, tu auras passé 5 ans, 7 ans à construire l'offre. Tu vois qu'à un moment donné, il y a une limite. Si tu restes que dans ce domaine-là, donc de la salle de sport, si tu décides pas d'avoir d'offres verticales pour ton produit et diversifier ton service ou lancer dans d'autres pays. Donc, du coup, tu peux te faire racheter dans ton pays local par une grosse chaîne. Tu fais quelques millions, peut-être tu arrives dans la dizaine de millions, encore mieux. Et voilà, ça aurait été un bon business. Tu auras fait ce que tu veux avec cette motivation-là dans la tête. Et pour moi, ça peut marcher si, en même temps de ça, il y avait un why à la base. Et si dans la solution que tu crées, il y a vraiment une idée de faire plus que générer de l'argent. Par exemple, quand moi, je ne suis pas intéressé à des boîtes dans le e-commerce qui font du dropshipping ou qui font certaines choses vraiment dans le but ultime de faire du cash, du cash, du cash. Je sais même pas si ce type de business-là, tu peux les revendre. Peut-être que oui, peut-être qu'il y a des acheteurs pour ce type de business. Mais là, il y a vraiment pas de why. Là, t'es vraiment, il y a une niche. On est un peu dans le mode startup. On veut faire le maximum de cash. Et si on peut vendre le truc à quelqu'un d'autre, on le vend. Et on recommence après derrière. Donc, je pense que tu peux trouver le juste milieu entre l'objectif de vente à 5 ans, à 7 ans, à 10 ans, mais aussi avoir voilà, ce why et essayer de construire quelque chose qui, même si tu ne vends pas au bout de 5 ans, 7 ans, parce que c'est pas toujours évident, mais tu peux au moins te tourner vers la rentabilité, te dire, bah, on n'arrive pas à vendre au bout de 5 ans, par contre, on peut vraiment tweaker le modèle, en y travaillant 2, 3 ans de plus, on peut rendre ça rentable et on peut s'amuser à explorer du coup d'autres solutions. Donc, on garde l'option vraiment de développer à plus grande échelle. J'ai une dernière question de mon côté. Alors là, ça va vraiment être sur, toi, ton expérience personnelle, sur ce que tu as vu par rapport aux fondateurs. Donc j'avais marqué la question en disant all-in ou la jouer safe. Est-ce qu'il y a une des 2 approches qui fonctionne le mieux? Qu'est-ce que j'entends par ça? C'est, est-ce que de ce que tu as pu voir, enfin, est-ce que tu as vu ou pas une tendance se créer entre les fondateurs qui vont mettre de l'argent de côté ou alors avoir un job qui leur rapporte déjà bien, avoir une idée qu'ils vont développer petit à petit sur le côté. Donc, en gros, on va dire ça, ce que j'appelle le safe, c'est-à-dire soit on a de l'argent de côté qui est déjà prévu pour prendre 6 mois et bosser à fond sur un produit, ou savoir qu'on a 20% de son temps qu'on peut accorder sur un produit, tout en mettant pas du tout en danger c'est voilà, le fait de payer son loyer, enfin voilà, de pouvoir vivre décemment. Ou est-ce que justement le fait de se dire je suis dos au mur et je mets tout dans cette idée, ça fonctionne mieux parce qu'il y a un peu on va dire le réflexe du survivant où il faut se dire merde, si ça fonctionne pas, j'ai rien d'autre, donc il n'y a pas le choix, faut que ça fonctionne. Je serais intéressé de savoir si déjà c'est quelque chose qui te parle au niveau que tu as vu des personnes faire et si tu as les retours en fonction de comment ils ont fait. Bien sûr, j'ai les 2 expériences. Parfait. Moi, je suis un peu fou, et je pense que, tu vois, pour faire de l'entrepreneuriat, il faut avoir un degré de folie. Donc, je suis plutôt du côté du all-in. Tu vois, genre joueur de poker, à un moment donné, tu mets tout C'est sur la ça. table et tu vois ce qui se passe. Je pense que tu l'as décrit toi-même dans ta question, c'est qu'à un moment donné, quand t'es dos au mur, quand t'as pas de plan B, c'est Tony Parker
qui est un athlète que je suis depuis longtemps en étant fan de NBA, et qui a fait l'émission Qui veut mon associé, qui parle souvent que lui, en fait, il a jamais eu de plan B dans sa carrière de basketteur professionnel et maintenant dans l'entrepreneuriat. Et j'aime bien cette notion-là. Après, moi, je suis aussi, comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'aime pas qu'on mette tout le monde ou toutes les situations dans le même panier. Donc, le développement de ma pensée, c'est-à-dire que j'aurais plutôt tendance à aller all-in si vraiment il y a une idée dont la personne croit à fond et que et il y a qu'il y a de la recherche qui a été fait et qu'il y a vraiment genre le feeling de bah il faut tout donner, il faut y aller, c'est maintenant. Euh, Tu vas, tu prends des risques, tu es dos au mur, c'est comme ça que tu vas apprendre. Pas de plan B, tu fais au maximum. Si à un moment donné, tu arrives à un point où bah, ça devient difficile de conjuguer l'aventure entrepreneuriale avec la vie privée, la vie familiale, ça peut être compliqué quand on a des enfants et tout ça. Euh, donc là, oui, après, faut avoir conscience de ça et se dire peut-être qu'il faut arrêter. Mais au moins, en étant dos au mur, tu auras vécu l'expérience ultime. Et cette expérience ultime, elle produit davantage de learnings, donc d'expérience, voilà. Et, mais aussi, l'autre est valide. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut y aller crescendo, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire à un moment donné dans ma carrière avec ma première startup. Au lieu d'y aller all-in, celle-ci, j'aurais peut-être dû aller crescendo, c'est-à-dire garder un emploi en temps partiel, continuer à gagner suffisamment d'argent pour payer mes factures et tout ça, sans avoir trop d'économies. Et progressivement, ben, tu te lances, quoi. Au début, tu passes les soirées et le week-end, ensuite tu fais en temps partiel, ensuite quand tu as assez de validation, euh, tu peux ensuite passer sur ta startup en temps plein, quoi. Donc voilà, je suis plus du côté all-in. Si l'idée vraiment est assez révolutionnaire ou disons que j'y crois à fond et que c'est le moment d'y aller, mais si tu as quelque chose qui demande davantage de recherche où c'est un concept où on peut vraiment y aller étape par étape. Par exemple, si tu fais des investissements immobiliers et qu'ensuite tu veux créer une application pour gérer d'une meilleure manière ton investissement immobilier, ta gestion de patrimoine et que tu te dis que ton application, elle peut aussi être utilisée par d'autres, c'est peut-être pas quelque chose dont tu as besoin d'y aller all-in. Tu peux peut-être, comme ça, à côté de ton activité, voilà, d'investissement immobilier, petit à petit, construire ta tech stack et lancer ta plateforme ta startup, pardon, comme un side hustle. OK, OK. Non, super, merci. Donc ouais, donc je retiens que c'est en fonction de l'idée, si c'est ça va aussi déterminer s'il faut y aller all-in ou pas. Top, merci beaucoup. C'est en fonction de l'idée, en fonction du timing et du mindset, parce que aussi, Ouais, à différentes périodes de notre vie, on a différents mindsets. bien sûr. Le Bah, c'est pour ça all-in qu'on nous garantit que il faut être prêt, c'est costaud, hein. Quand on va all-in, moi je suis allé plusieurs fois all-in, à m'endetter et à faire des trucs assez ouf pour pouvoir avoir des clients. J'ai par exemple inventé une société en Europe de l'Est et j'ai fait venir des clients dans une société qui n'existait pas pour signer un client. Faut quand même avoir un peu de cran, quoi. ouais. Ah, c'est justement, c'est pour ça que j'ai parlé du fait du survivant parce que voilà, quand tu es dos au mur, tu pas le choix que d'essayer, après faut pas aller dans les excès, je sais plus c'est, Holmes, je me rappelle du nom, mais c'est je sais plus combien de millions de faux utilisateurs ils avaient fait, enfin une dinguerie, enfin bref, il y a quelques noms où c'est quoi? C'est le fake it until you make it, mais pas trop quand même parce que sinon, ça marche. Julien, une dernière question? Ouais, Yoann, tu l'as mentionné rapidement au début, et je trouve que c'est un petit peu une nouvelle tendance. Moi aussi, j'avais eu ma start-up à l'époque à Londres, et j'avais pas imaginé, pour les mauvaises raisons. Je pense qu'on l'a mentionné plusieurs fois dans ce podcast, mais à l'époque, je concevais pas un autre modèle que la levée de fonds. Pour la startup, c'était indissociable. J'ai l'impression que maintenant, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui font plus le choix du bootstrap. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr. Alors le choix de bootstrapper, il y a deux raisons vraiment pour ça. La première raison,
la difficulté de trouver des investissements, c'est de plus en plus compliqué. Donc c'est compliqué parce qu'il y a moins de liquidité dans le marché, aussi parce que les investisseurs sont beaucoup plus aguerris qu'avant, donc leurs due diligence sont beaucoup plus élaborés, aboutis que les due diligence qu'ils faisaient avant, et aussi parce que en tant que fondateur, quand tu bootstrap, t'as pas ce board, donc t'as pas tes investisseurs au-dessus de toi qui vont te dicter les choses que tu dois faire, et des fois, changer radicalement ta culture d'entreprise ou ta stratégie. Donc, tu as la sensation que tu es en train de perdre ton bébé, quoi, en train de prendre ton enfant, tu vois. Et ça, c'est un sentiment qui est assez difficile. J'ai vu plein de fondateurs de startups être en burn-out, pas seulement parce que c'était compliqué avec leur société, mais c'est parce que leur board va péter les couilles, ils étaient derrière eux. Et après, tu te vois plus maître de la situation. Euh, le bootstrap, voilà, ça aussi, je pense ça change aussi l'aspect entrepreneurial de la startup. Quand tu es en mode bootstrap, tu fonctionnes peut-être plus comme une PME au final, Ouais, à ouais, ouais. essayer d'être rentable, à faire attention à toutes les dépenses, et puis t'as un côté plus familial aussi dans tes équipes, je pense, qu'avec les startups qui sont en hypergrowth, avec de l'argent levé de la part d'investisseurs. Oui, c'est vrai que finalement, on invente des nouveaux termes pour se la raconter, bootstrap et tout. Au final, c'est juste des entreprises comme on les voit d'habitude. L'entrepreneuriat 101, quoi. C'est ce que j'ai appris en DUT et Tech de Co. C'est ça. Ce qu'on nous apprenait en gestion et création de nos projets. C'est ça, exactement. Si tu fais attention à tes coûts, tu, tu es conscient de ton recrutement, tu formes les gens, tu prends le temps de créer de la valeur et tu fais en sorte d'être rentable à un moment donné, quoi. Ah, ça paraît la manière même, enfin, c'est presque la manière dont on décrit les startups avec les levées de fonds qui est plutôt, on va dire, l'anomalie plus que la norme, puisqu'au final, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. C'est-à-dire, quand on a prouvé qu'on peut générer de l'argent, alors on se permet d'investir plus. Mais dans le cas des startups, on investit des fois 10, fois 100 de la réelle rentabilité de l'entreprise, si même il y a une rentabilité. Parce que dans certains cas, il n'y en a même pas encore. Donc. Parfait. Eh ben, écoute, c'était super intéressant de t'avoir. J'ai plus d'autres questions, Julien, de ton côté? Non? Je suis bon. Ok. Alors, on peut finir. Du coup, Johan, je vais te laisser conclure en premier. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de ce que tu fais en ce moment, de ton actualité, on va dire? Mon actualité, je voyage pas mal entre la France, les États-Unis et le Royaume-Uni. On a la chance de travailler avec quelques startups américaines. C'est plutôt cool. C'est aussi différent. Donc l'approche startup là-bas est complètement différente de celle qu'il y a au Royaume-Uni ou ce qu'on peut trouver en France. Et j'essaie de passer suffisamment de temps dans notre pays pour voir mes familles, mes amis, dedans. Un peu l'actualité, nous, dans ce qu'on fait avec le team, on est vraiment sur la thématique de marketplace 3.0. Donc c'est-à-dire qu'on change un petit peu la manière dont on met en relation des startups, mais aussi scale-up et des entreprises qui innovent pas assez et qui cherchent à innover de nouveau. Euh, donc avec des équipes de consultants qui sont trained, qui utilisent nos différents frameworks. Et donc voilà, on construit nos outils pour faire en sorte de travailler le plus efficacement possible, pour pouvoir accompagner les startups. Qu'on est un petit peu sur une thématique aussi d'accélérateur décentralisé, si vous voulez, focus sur la partie produit, innovation. Donc on va avoir pas mal de choses super cool que l'on va lancer et j'espère à un moment donné lancer sur le marché français. Pour l'instant, c'est Royaume-Uni, États-Unis, ce qui est assez étrange pour un entrepreneur français de pas être dans son pays natal. Mais bon, il y a aussi beaucoup de boîtes qui travaillent avec les startups et il y a un écosystème en France qui a l'air de grandir, de s'améliorer de jour en jour, de mois en mois. Et je suis ça de loin. Je vais participer à Viva Technologie, la conférence à Paris.
Ça va me permettre aussi de nouer des liens davantage avec l'écosystème français. Donc j'ai hâte d'être à Paris pour cet événement. Top, un sacré planning. Toujours, ça s'arrête jamais. Hein. Julien, de ton côté, quoi de neuf? Quoi de neuf? Écoute, boulot, hein, la régulation s'arrête jamais. En ce moment, c'est un petit peu mon dada, donc Oui, j'ai vu ça. c'est que du bonheur, mais écoute, ça va, ça biche, hein, ça va dans le bon sens. Et puis ouais, côté startup, j'essaie beaucoup de me rapprocher de l'écosystème startup de Lisbonne. C'est assez intéressant. Je commence à faire des meet-up. Parfois, tu fais 3-4 meet-up où il y a rien qui se passe, puis t'en fais un comme j'ai fait hier soir où là finalement tu rencontres 2 personnes qui organisent les plus grosses communautés de startups à Lisbonne. Tu te dis mais comment est-ce que j'ai pu passer à côté de tout ça? Et puis voilà, et d'un fil en aiguille, tu commences à peut-être pouvoir trouver des petits side gigs à côté. Je suis toujours attaché à cette idée de fractional CTO. Je suis trop curieux de ce truc pour pas continuer à gratter un peu. Mais bon, voilà, on va voir. Ça m'occupe à côté. J'ai lancé un meet-up aussi à Lisbonne. Pareil, ça a commencé un peu comme ça, en mode du coup, est-ce qu'il y a d'autres tech leaders qui veulent discuter un peu autour d'une bière? Puis il y a 7 personnes qui se sont pointées, puis ils m'ont tous dit c'était sympa. Il y a un tel, il pouvait pas venir. Je suis sûr, la prochaine fois on peut être 2 fois plus. Du coup, j'ai créé un meet-up et j'ai pas fait de pub dessus. On est déjà 25 membres et 15 pour la prochaine édition. Cool. Donc, c'est cool, ça grossit un petit peu tout seul. Et puis, voilà, plein de recommandations de bouquins, des startups, des scale-up, des tech leads chez Orange. J'ai vu un peu de tout. Mais voilà, je continue à un petit peu ce que je fais à TechRunins en rencontrant comme ça des gens et puis essayer de partager des trucs, apprendre. Hâte de les avoir sur le podcast. Mais oui. Et toi, Pierre, comment ça se passe chez toi? Ça va. J'ai plein de bonnes nouvelles du côté de la famille. Je vais bientôt être tonton, donc ouais, c'est beaucoup d'émotions pour avril. Merci. Et non, normalement, donc en mai, je vais enfin sortir un petit projet sur lequel je bosse. Rien de bien fou, mais voilà, un petit truc sympathique avec un petit peu d'IA, donc histoire de rester dans la tendance. J'en parlerai un peu plus dans le prochain podcast, mais à venir. Excellent. Parfait. Bon, merci à tous. Merci à toi, Johan, d'avoir passé presque 1 heure avec nous à répondre à nos questions. C'était super intéressant. Comme toujours, donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions. Je suis sûr que Johan se fera un plaisir d'y répondre, nous aussi avec Julien. N'hésitez pas à nous envoyer un message. Vous pouvez tous nous contacter sur LinkedIn ou nos sites perso. Ce fut un grand plaisir. Merci à tous et puis à la prochaine. Salut Johan, salut Julien.